Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Africa, Télé Sud. Merci de votre fidélité à tous les programmes de la chaîne Panel Hebdo, vous le savez. C'est l'information bousculée, décryptée, analysée et commentée par les débatteurs invités. Et c'est la dernière émission de cette saison. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Alfred Changolokoro. Bonjour Alfred. Bonjour Francis. Ben Yayassi, bonjour. Bonjour Francis. Grégory Sileni, bonjour. Bonjour Francis. Et Gratien Rukindi-Kiza, vous êtes heureux d'être avec nous pour cette dernière édition de la saison. Vous êtes revenu pardon, pas de Kinshasa, du Rwanda. Vous étiez au Rwanda, non? À Kigali? Non. Moi, bonjour Francis. Non, non. Oh, vous croyez à Kigali? C'est Alfred qui nous a communiqué. Non, Alfred, non, j'étais à Paris. Ah, vous étiez à Paris tout simplement? Je n'ai pas été au Rwanda tout récemment. Ah oui, vous prévoyez d'y aller bientôt? Si Dieu le veut. Parce que vous y allez souvent, on m'a dit. Pas si souvent que ça, mais... Mais suffisamment, en tout cas, pour nous apporter des informations utiles, dynamiques, parfois, dans cette émission. Oui, des fois, j'arrive là-bas, il y a des problèmes qui se passent à la frontière pour le jour d'arrivée. Ça arrive. Ça arrive. Mais quand vous êtes à Kigali, vous êtes tranquille. Oui, très tranquille. Oui. Tout le monde qui est à Kigali. Comme je projette d'aller voir Ndayishimiye. Vous allez au Burundi? À Bujumbura. Oui. À Bujumbura, il faudra faire attention alors. Non, avec Ndayishimiye, c'est cool. Ah, les jours sont tranquilles à Bujumbura? Oui, absolument. Vous êtes une des rares personnes à dire ça quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais... Vous portez un regard très favorable sur le Burundi? Absolument. Oui. C'est un très beau pays. Vous ne faites rien comme les autres finalement? Non, mais c'est un très beau pays. Et puis Ndayishimiye, c'est quelqu'un de bien... C'est un ami de RD Congo parce qu'il envoie les militaires burundais se faire tuer au Congo. Donc du coup, il aide les Congolais. Alfred, c'est un Congolais. Et du coup, il aime le président burundais. Non, mais pas pour ça. C'est pour ça. C'est depuis qu'il a envoyé les militaires. Non, c'est pas pour ça. Même bien avant. Il a toujours été très bien avec la RD Congo. Ah oui. Il se sent très proche de la RD Congo. Il faudrait qu'il soit aussi proche aussi des Burundais. Oui. C'est pas mal. Mais absolument, il l'est, des Burundais. Oui. Bon, certains Burundais, effectivement, ne l'apprécient pas. C'est pas certain, plusieurs. Je dirais la majorité des Burundais. Non, pas vraiment. Du haut de votre chair de professeur, Alfred, vous n'allez quand même pas nous dire que tout va bien à Bujumbura. Non, je n'irai pas jusque-là, mais je dis, il fait bon vivre à Bujumbura. Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de carburant. Les gens se déplacent à pied alors qu'ils ont des voitures. Il y a des motos, les prix, il y a des vélos, les prix ont augmenté de combien de fois? Le vélo, c'est écologique. Non, il n'y a pas de vélo déjà. Le vélo est interdit. Le vélo est interdit dans la ville. Oui, les motos sont interdites dans la ville. Oui, mais et du coup, il n'y a a pas de carburant. Les gens sont obligés de se déplacer à pied. Alfred, très sérieux ce que vous dites. Ce qu'Alfred aime finalement, c'est ça. Les gens souffrent. Alfred, il aime bien. Et puis j'apprécie beaucoup les Burundaises. Quand il souffre. Bon. J'apprécie beaucoup les Burundaises. Elles sont très belles. Les Burundaises, c'est... non, s'il vous plaît. C'est votre sujet. Voilà. Trois sujets au sommaire de cette édition, mesdames et messieurs. Nous allons parler de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, justement signé le 27 juin dernier à Washington. Faut-il désormais espérer une durable pacification des relations entre les deux pays voisins? Réponse dans quelques instants avec les débatteurs invités. Autre sujet dans cette édition, un rapport confidentiel transmis à la Cour pénale internationale et une enquête de l'hebdomadaire Jeune Afrique sur les agissements des éléments de Wagner, des mercenaires de Wagner au Sahel. Un véritable film d'horreur, dit-on, mis en scène par les mercenaires eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Détails et explications dans quelques instants dans cette émission. Enfin, le Sénégal, où les médias sont menacés par la plus grave crise de leur histoire. Crise économique, pression administrative et politique, intimidation, menaces, arrestation de journalistes. Ça se passe au Sénégal. Nous en parlerons également dans cette édition. Premier sujet donc, cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé le 27 juin dernier à Washington par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, sous l'égide de Donald Trump, qui a qualifié cet accord de merveilleux traité, susceptible, selon lui, de ramener la paix entre la RDC et son voisin rwandais. Alors, je me tourne vers vous, Alfred, bien sûr, vous qui êtes
Du matin au soir, je veux dire, vous avez les yeux rivés sur la RDC et le Rwanda aussi d'ailleurs, pour analyser cette crise. Et le Burundi aussi, le triangle en quelque sorte, c'est ça. Absolument. Nous allons rester cette fois-ci sur le Rwanda et la RDC. Est-ce que selon vous, cet accord de paix pourrait garantir une durable pacification des relations entre les deux pays? En effet, c'est la question qui se pose. Et on connaît le vocabulaire, le langage de Donald Trump. Tout ce qu'il touche, c'est de l'or, c'est merveilleux. Oui. Et donc voilà, là, c'est un accord merveilleux qui, à ses yeux, va apporter la paix. C'est vraiment un premier pas, un premier jalon, parce que cet accord, en réalité, qui n'est pas neuf, qui n'a pas inventé la roue, comme aurait dit Boulos, qui reprend en réalité les termes des accords antérieurs qui ont été signés par les uns et les autres ou qui n'avaient pas été signés par les uns et les autres, comme le CONOPS, comme ça à Luanda, et qui finalement trouvent un nouvel usage politique sous l'égide justement de Donald Trump. Et les deux protagonistes, les deux partenaires, la RD Congo et le Rwanda, acceptent justement ce patronage de Trump et s'engagent à le faire appliquer. Évidemment, comme le rappelle en tout cas le préambule, c'est très intéressant, le préambule de cet accord de paix, qui rappelle un certain nombre des dispositions qui ont précédé justement la signature de l'accord, et notamment le rappel évidemment de la résolution 2773, qui est essentielle justement dans ce processus-là. Et puis la question des FDLR. Et là, on notera simplement que la RD Congo a toujours été partant justement sur la neutralisation des FDLR, toujours demandé effectivement qu'on lui indique où sont les FDLR et tout ça. Je signale simplement en passant, mais sans entrer dans les détails, que lorsque Goma est tombé, aux mains de BM23, on l'a vu 3 jours après que 1500 FDLR avaient été capturés et puis remis au Rwanda, sans passer par les structures des Nations Unies qui auraient pu vérifier. On va revenir aux accords, Oui. à cet accord-là en tout cas. Oui. Quand on sait toutes les initiatives qui avaient été engagées par les pays de la sous-région et qui n'ont pas abouti, selon vous, quels ont été les atouts, les arguments particuliers des Américains pour amener les deux protagonistes, rwandais et congolais, à signer cet accord? En réalité... Et à se serrer la main d'ailleurs, c'était la première fois que les deux ministres des Affaires étrangères se serraient la main. Oui, exactement. Nduhungirehe et puis Thérèse Kayikwamba, Wagner. Pour qui vous avez une affection particulière? Absolument, parce que non seulement elle est très belle, mais elle est très efficace. Ce n'est pas un argument géopolitique majeur. Non, je dis, elle est très efficace. Et donc voilà. Non, ce qu'il y a, c'est que d'un côté, de part et d'autre, il faut vraiment qu'on ait cela présent à l'esprit. Le Rwanda et la RD Congo sont fatigués par cette longue guerre de près de 30 ans, d'accord? Et chercher le moyen de sortir justement de cette impasse. Puisque, comme je disais, le préambule rappelle tout ce qui a été fait. Mais quels ont été les arguments des Américains? Pourquoi n'avoir pas signé cet accord à Luanda ou ailleurs dans la sous-région et se rendre à Washington pour signer cet accord sous le regard bienveillant de Donald Trump? Non, à Washington, non. Machad Boulos est venu, à Kinshasa, à Kigali, il est passé partout pour justement essayer de rapprocher les choses. Ça a été signé quand même à Washington. Oui, ça a été signé à Washington. Pourquoi pas à Luanda, pourquoi pas à Brazzaville? Pourquoi à Washington? Parce que justement, Donald Trump est en train de donner une impulsion, et malheureusement ou heureusement, c'est selon, une impulsion justement à cette dynamique de paix parce qu'il vise le prix Nobel et donc il clame ça comme une victoire pour lui. Il vise le prix Nobel, peut toujours viser le prix Nobel. Mais pourquoi les protagonistes rwandais et congolais ont fini, je dirais, par signer ce document à Washington sous l'égide des Américains et pas au Qatar? Pourquoi pas au Qatar d'ailleurs? Et pourquoi pas à Luanda surtout? Et pourquoi pas dans une des capitales ou à Nairobi? Parce qu'ils reprennent
tout cela, c'est pourquoi je dis... Oui, ils reprennent tous les éléments en fait de ce qui a été discuté auparavant. Et pourquoi? Parce que... Pour finalement en faire un accord américain. Voilà. Une pax americana. La capacité de Donald Trump à contraindre... En fait, pour la RDC, c'est la RD Congo qui a sollicité Donald Trump. Pourquoi d'ailleurs Non, parce que justement, dans l'entendement de Tshisekedi, c'est-à-dire que les Nations Unies, partout où ils sont passés, dans leur entendement, c'était que Paul Kagame refusait justement de signer et que par conséquent, il n'y avait qu'une seule personne parce que justement, les Américains soutenaient Kagame et qu'au fond, là, il y a eu ce retournement avec la résolution 2773 des Nations Unies, votée par tout le monde à l'unanimité, et que donc, par conséquent, c'était là un bon moyen de faire pression et de tordre la main à Paul Kagame. D'ailleurs, depuis un moment, il a disparu de la scène. Mais non, il a rencontré... Non, je n'ai pas dit qu'il est mort. Je dis il a disparu de la scène publique, on l'entend plus, on le voit plus. Au Rwanda, il le voit. Attendez, on va écouter Ben. International. Parce qu'à fois, dès que vous prononcez le nom Paul Kagame, Gratien sursaute. Donc, restons calmes. En fait, il y a eu un nouveau paradigme parce que tout simplement, le ton a changé du côté des États-Unis avec les investissements et les aides. Et il y a eu également un nouveau... au niveau des canaux diplomatiques également, il y a eu des changements qui ont été opérés par l'administration Trump. Et Tshisekedi a fait preuve de réalisme politique et diplomatique. Il avait déjà constitué un bon Tshisekedi. Et pas Paul Kagame. Paul Kagame, c'est un sphinx qui est de plus en plus instable. Et je pense qu'il a été obligé de signer sous la contrainte. Oui. Sous la contrainte, parce qu'il y a le dollar aussi. Kagame n'est pas homme à signer sous la contrainte. Cette fois-ci, je pense bien, parce qu'il y a la contrainte financière qui fait que... Bon, ah oui, donc il trouve son compte, si je puis dire. Oui, mais sous la contrainte financière. Donc il y a le dollar qui a joué. Et Tshisekedi, comme je le disais, a fait preuve d'un réalisme diplomatique et politique, parce qu'il avait, on l'avait dit une fois ici, un bon dossier qu'il avait concocté et qu'il avait lancé une campagne de sensibilisation au niveau africain et également au niveau international. Il faut aussi ne pas oublier que ça fait bientôt 2 décennies que ces pays, ces 2 belligérants, souffrent aussi sur le plan militaire, parce qu'à travers les FDLR et le mouvement M23, parce qu'on sait que chacun de ces mouvements ou de ces milices... Près de 3 décennies. Disons même 3 décennies. Donc, chacune de ces milices est sponsorisée par un État. Donc, à un moment donné... on ne le dit pas, mais à peu près en filigrane, on le voit. À un moment donné, l'administration américaine a joué son rôle et que Trump également a des ambitions à faire valoir. Et étant une puissance internationale, étant une puissance mondiale, les aides et les investissements ont été brandis et je pense qu'ils ont poussé les uns et les autres à la raison. Est-ce que vous pensez que l'accord va tenir? C'est bien ça la question que l'on se pose, Gratien. Oui, avant de répondre à la question, je vais dire que en fait, le Rwanda n'a pas signé l'accord sous pression. Quand on lit bien l'accord, il suffit de lire bien l'accord, on comprend bien que le Rwanda ne l'a pas signé sous pression parce qu'il y a presque... Il y a des exigences du Rwanda. Il y a le volet intégration bilatérale et le volet intégration régionale. Il y a aussi l'histoire des minerais, de ce qu'on appelle développement. Alors, comme dites l'histoire des minerais, parce que les téléspectateurs qui nous regardent ne savent peut-être pas qu'il y a effectivement cet enjeu également qui est quand même au cœur de cette négociation entre les Américains et les 2 voisins congolais et rwandais. Qu'attendent les Américains du point de vue, je dirais, économique de cette affaire? Bon, d'abord, ce que je dois dire, c'est qu'on parle de cobalt. Il n'y a pas de cobalt dans le Kivu. Le cobalt se trouve à Kolwezi, autre. C'est pas... Mais attendez, pour être plus simple, qui veut les minerais et qui va ensuite... Qui donne les minerais et qui les récupère? Alors, comme ça, on sera plus clair. C'est clair. Il y a les Congolais qui extraient les minerais, les Rwandais qui vont les retraiter. Parce non, c'est pas ça qui est dans l'accord. Oui. C'est pas ça qui est dans l'accord. Dans l'accord, oui. Mais les Américains veulent acheter les minerais déjà retraités
donc qui vont passer dans les usines. Et ces usines se trouvent au Rwanda, au Congo. Donc dans ce deal, les Américains se font payer par les minerais, c'est ça qu'on peut dire? Oui, les Américains. Pour faire simple. C'est ce que les Congolais ils ont accepté. D'accord. Alors, revenons à la question. Donc les Congolais donnent les minerais? Non, c'est les vendent. Les vendent, d'accord. Les vendent. Les vendent aux Américains. C'est le circuit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois. Mais c'est un contrat de privilège, c'est ça? Les Chinois font passer par où les minerais? Oui. Les gens qui extraient, même les militaires, les généraux congolais qui extraient les minerais dans l'eau. Donc les Américains vont faire comme les Chinois, c'est ça que vous voulez dire? Mais que gagnent les Américains alors finalement? Les Américains, ils gagnent parce que pour eux, quelle est la valeur ajoutée pour les Américains? Ils veulent un circuit qui est sécurisé. Mais ils disent que par exemple au Congo, déjà il n'y a pas de transformation. Deuxièmement, c'est qu'il y a beaucoup de corruption. Ils veulent des choses qui sont bien arrangées. Ouais. C'est de cette façon. Vous écoutez, c'est un peu curieux parce que est-ce que les Américains avaient besoin de signer un accord, de se démener du point de vue diplomatique pour obtenir ce que vous dites là, c'est-à-dire finalement commercer avec la RDC, quoi. Au départ, ce sont les Congolais, Tshisekedi qui voulait qui a demandé aux Américains. En fait, ils pensaient qu'ils allaient intervenir militairement. Oui. En contrepartie, les Américains... Pas intervenir militairement, bien sûr. Mais apporter le soutien militaire. Militaire, oui. Soutien militaire, oui. Bon, pas les militaires, on peut envoyer d'autres gens. Et en contrepartie, les Américains... Nos soldats, voilà. Mais on sait bien qu'ils peuvent intervenir autrement. Et les Américains récupéraient, en fait, ils avaient des minerais. En contrepartie, c'est ça qui était en rang. Et les Américains, ils ne veulent pas mettre le soutien, ils veulent pas le soutien militaire. Déjà, on voit ce qui se passe en Ukraine. Et donc, ils ont dit finalement, vous voulez la paix, vous allez négocier avec les Rwandais. Et de cette façon-là, on va, en quelque sorte, à la fin, nous, on aura les minerais, vous aurez la paix. Revenant à la question que vous avez posée. Est-ce que ça va tenir, cet accord? Quel accord va tenir? Alors, il faut savoir une chose. L'accord ne veut pas dire la paix. En soi. Pourquoi? Ceux qui se battent, le M23 ne fait pas partie de l'accord. N'a pas participé. Je termine. Je termine. Il ne vous a pas interrompu tout à l'heure. Je termine. Il ne vous a pas interrompu tout à l'heure. Je termine. Parce qu'il fait une sortie de route. Non, ça fait partie de la question. Ça fait partie de la question parce qu'on parle de dopés et la paix. Il faut lire. Non. Il faut lire les préambules. Non. Alfred, laisse-moi terminer. Alfred, pour la dernière émission de la saison, je vous sens en pleine forme. Ah mais absolument. Le M23 est à Doha. Mois d'août à Bujumbura. Le M23 est à Doha pour négocier avec le gouvernement congolais. Et qui dit négociation dit que les accords ne sont pas déjà arrêtés. On ne sait pas sur quoi ils vont négocier. C'est un processus. C'est un processus. C'est le début d'un processus. Et c'est après avoir signé qu'il y aura vraiment la paix. Et donc, du coup, on ne peut pas dire que l'accord qui a été signé signifie aujourd'hui la paix. À la paix. Et oui. Et en plus, c'est qu'il va y avoir des phases. Il faudra neutraliser les FDLR. Voilà. Oui, et après, les Rwandais, ils vont faire les mesures défensives. On va écouter Grégory qui est impatient. Bon, d'accord. Est-ce que selon vous, cet accord va tenir, Grégory? Je suis dubitatif. Je pense qu'il y a un jeu complexe, parce qu'il y a des différents protagonistes avec des intérêts relativement divergents. Je pense déjà qu'on allait vite en besogne, parce que, comme ça a été un peu dit, Donald Trump, il ne faut pas rentrer dans son narratif. J'ai vu après comment s'est positionnée l'Union africaine, Antonio Guterres, ils se sont félicités de cet accord, ils y voyaient déjà la paix. Je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que comme le dit Grassin à juste titre, on ne peut pas décorréler ce qui s'est négocié à Washington et ce qui se négocie à Doha. Parce que Doha, en fait, gère ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est là que ça va se jouer, en fait. C'est dans l'accord. Oui, non, mais en fait, négocier alors. Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas une finalité, l'accord. L'accord, comment ça a été communiqué, c'est de dire quelque part ce qui n'a pas été réussi à faire pendant 30 ans, on arrive à le faire dans le cadre de cet accord-là, et c'est pour ça que maintenant Donald Trump est en train de se mettre en avant en disant qu'il est le futur prix Nobel de la paix. Donc non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, je pense que les Américains, de toute façon, clairement, dans la stratégie et de ce que Donald Trump montre sur un certain nombre de dossiers,
Il a des visées sur les minerais et ce qui va se passer, ça va être un peu plus complexe. Et ça ne figure pas dans l'accord. Mais il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là. Parce que ça, c'est l'intérêt des Américains. Et comme je le disais, dans différents dossiers, c'est comme ça que se positionne. Dans le texte de l'accord, on peut lire notamment que les parties signataires sont, je cite, conscientes des négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23, c'est-à-dire les deux mouvements rebelles qui occupent aujourd'hui des localités donc, à l'est de la RDC. Donc les deux parties sont conscientes des négociations en cours entre la RDC et la FC M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et de l'obligation des parties de leur apporter leur plein soutien pour les mener à bien. D'où la question à laquelle Gratien va commencer un peu à répondre. Qu'en est-il justement des mouvements rebelles M23 dans cet accord? Parce que ces mouvements n'ont pas été associés à cet accord. Alors, quelle sera, je dirais, leur décision? Quelle sera leur prochaine stratégie? Est-ce que, par exemple, le M23 va quitter la RDC avec les éléments rwandais? Est-ce que l'AFC va se tourner plutôt, je dirais, vers une stratégie nationale, vers un agenda national? Alors, tout ça, évidemment, reste très flou, parce que jusqu'à présent, il faut quand même le rappeler, le Rwanda avait toujours clamé qu'il n'avait aucun lien avec les mouvements rebelles qui sont aujourd'hui à l'est de la RDC. Non, Francis. Je rappelle encore la fonction d'un préambule dans l'accord. Oui. Le préambule est très clair. Oui, il dit. Rappelle, entre autres faits, la résolution 2773. Que dit la résolution 2773? Vous allez nous le rappeler. 1. L'arrêt, le retrait du M23 de tous les immédiats, de tous les territoires occupés. Oui. Attends. Oui. Ça c'est. D'accord. Allez-y. Voilà, le retrait, leur désarmement. D'accord. Et ensuite, le retrait de troupes rwandaises qui les soutenaient. Il y a un rapport des Nations Unies qui vient d'être... Pourquoi ils n'ont pas... Non, attendez. Il y a le rapport des Nations Unies qui vient d'être publié, qui rappelle que ce sont 6000 soldats rwandais qui ont été sous le label du M23, AFC occupé Goma. Donc aujourd'hui, il est clair que M23, ce sont des éléments rwandais, c'est ce que vous voulez dire? Il y a 6000 soldats rwandais qui les ont appuyés, qui ont été... Alors ces deux entités, AFC et M23, étant des entités, jusqu'à nouvel ordre, autonomes, en tout cas, se présentant comme telles, qui va les désarmer? Alors, ça c'est une très bonne question. Donc, les comités de surveillance, de suivi qui est proposé dans l'accord pour voir le désarmement, le désengagement, etc., d'accord, va s'en occuper. Et il est où le comité de suivi? Je vais ajouter un autre point. C'est-à-dire que dès le moment où cet accord l'AFC M23 a pris cela, vous n'imaginez pas la débandade à Goma et à Bukavu. La débandade de qui? Des dirigeants du M23. Ils sont en train de se dire, qu'est-ce que les Américains sont venus faire là-dedans? Ça, c'est un. Deux, il y a le comité de... C'est pas la débandade. Attendez. Ils sont toujours présents. Oui, qu'ils soient. Mais ils vont se retirer parce que l'accord est contraignant. Ils vont se retirer. L'accord de paix est contraignant, rappelle cela. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a la neutralisation des FDLR, de l'autre, la résolution 2773 s'applique à l'AFC. Qui neutralise le M23 et l'AFC? Le M23 est contraint justement par la résolution 2773. Mais il n'est pas signataire, c'est bien la question qui se pose. Non, qu'il ne soit signataire ou pas. D'accord. En fait, le Rwanda et le RDC, si je vous entends bien, devraient donc unir leurs capacités, leurs moyens, mutualiser leurs moyens pour mettre fin, en fait, aux actions de cette rébellion. Dans la résolution, il est très clairement dit, le Rwanda cesse le soutien au M23. Oui, ce qui sous-entend que le Rwanda reconnaît implicitement ou explicitement qu'il était derrière ce mouvement-là. Ça, c'est un. Deux, le FDLR, la RD Congo n'a jamais nié et a toujours demandé que
On indique où ils sont pour les neutraliser. Et que donc, le mécanisme de suivi. Mais j'ajoute, mais vraiment le point... Pour conclure, parce que Gaston Pierre de patience. Le point le plus important, c'est-à-dire qui est rappelé dans cet accord-là, à chaque étape, la supervision américaine est là pour rappeler aux uns et aux autres à l'ordre. Et d'ailleurs, si c'est un scoop, Trump vient de nommer Dan Kane comme le chargé de superviser justement la neutralisation de FDLR et donc le retrait de troupes rwandaises de RD Congo. C'est une information utile. Bon, Alfred, je pense que tu as une lecture. Je ne vais pas caractériser, mais une certaine lecture des accords qui ont été signés. Tu parles de la résolution des Nations Unies. Si cette résolution devait être appliquée, il ne devait pas négocier, il ne devait pas signer. Non, je termine. Je termine. C'est une nouvelle étape avec cet accord je termine parce que je t'ai laissé terminer. Alfred, il ne vous a pas interrompu. Je suis tout à fait d'accord. Il ne vous a pas interrompu. Quand tu fais une sortie de route... Non, même toi tu l'as fait, mais j'ai pas... Non. De le ramener... Ce n'est pas une sortie de route, c'est une lecture différente de la vôtre. Mais qui est erronée, justement. Mais c'est intéressant. S'il s'agissait de respect de la résolution, ils auraient appliqué la résolution sans passer par Trump. Parce qu'il n'y avait pas de contrainte. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. D'abord, la résolution n'a pas été appliquée au début, et puis ils ont négocié. 2. Nulle part dans les accords, on parle de neutralisation de M23. Mais la résolution 2773, juridiquement, Alfred, laisse-moi terminer. Et au bout de l'accord, c'est dit... laisse-moi terminer. Mais si tu parles tout le temps, tu ne peux pas me contredire sans m'écouter. Laisse-moi terminer. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Même si c'est écrit dans la résolution, mais l'accord est bien libéré, c'est bien écrit, ce qui doit se faire. Les forces qui vont être neutralisées, on parle des FDLR, on ne parle pas de M23. Et toi-même, tu parles de... Les M23 ne vont pas partir parce qu'ils sont au Congo, sont des Congolais. Non, tu parles déjà de 6 000 militaires. 6 000 militaires. On a dit qu'il faut les troupes rwandaises quittent. Si vous l'interrompez, ceux qui l'écoutent ne comprennent pas. Alfred, écoute-moi d'abord. Moi, je t'ai écouté. Mais tu fais une sortie. Non. La sortie, tu n'es pas prof ici. Tu n'es pas prof ici pour mon côté. Il faut écouter. Mais non. Mais je dis, tu fais la déformation. Sortie de route. Oui, non. Allez-y. Alors, on parle. On t'aurait retiré. Non, je vous en prie, Alfred. Exactement. Je vous en prie. On parle de 6 000 militaires rwandais, alors qu'on sait bien que le mouvement M23, ils arrivent à 15 000, à 20 000. Mais pas du tout. Non, c'est bon. S'il vous plaît. C'était racontable. S'il vous plaît. Alfred. S'il vous plaît. Cette lecture... Elle est, de toute façon... elle fait partie du débat. Ce n'est pas les 6 000, toi-même tu le dis, 6 000 militaires rwandais, même s'ils sont présents, s'ils peuvent être présents au Congo, quand ils vont se retirer, il y a les M23 qui restent. Et donc, du coup, c'est nulle part écrit, personne ne va neutraliser le M23. Il va y avoir les négociations concernant les 15 000 ou les 20 000 militaires. D'ailleurs, ils viennent de former 8 000. Alors, moi, je vais vous lire quand même 2 éléments de cet accord. Peut-être que ça mettra tout le monde d'accord. Dans un des alinéas, on parle du respect de l'intégrité territoriale de la RDC par le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces, levée des mesures défensives du Rwanda du 31 octobre 2024, tel que prévu dans le présent accord. Autre alinéa, respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, neutralisation des FDLR. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. Fin de soutien, autre alinéa, fin de soutien étatique aux groupes armés. Les parties cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf
Alors ça, c'est très curieux. Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. Là, c'est quand même un peu étrange. C'est-à-dire que, voilà, d'un côté, on demande aux États de ne plus apporter leur soutien aux groupes armés non étatiques. Bon, il semble que le Congo, jusqu'à présent, n'est pas accusé d'apporter un soutien. C'est le Rwanda. Voilà. Mais sauf... Le Congo est accusé d'apporter le soutien au FDLR. Mais non. S'il vous plaît. C'est pas un groupe armé. Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, on est sorti de l'auberge. Mais sauf que en filigrane, le but recherché, c'est quoi? C'est d'essayer d'assurer la paix. Exactement. Et surtout, d'éviter ou d'arrêter le pillage de la RDC. Exactement. C'est ce que j'ai compris en filigrane. C'est ce que vous avez compris. D'accord. Un mot pour conclure? Oui, moi ce que je constate quand même, ça s'est passé à travers les 2 ministres des Affaires étrangères et non par les 2 présidents. Quand même, c'est un signal. Mais il y a eu une cérémonie de présentation de l'accord. Quand ça se passe comme ça, ils sont en communication avec les présidents. Oui, mais ce sont les présidents qui donnent les... Tout à fait. Oui, mais même sinon, le ministre, je il pense rentre qu'en pas. termes de Exactement. symbole et en termes, on parlait de... Mais ils vont signer. Trump va les inviter. On a déployé les termes de coercition, de contrainte de Paul Kagame. Je pense que c'est quand même un signal, le fait de passer par les ministres des Affaires étrangères et non par les 2 présidents. Je pense que ce serait mon mot et ça veut dire quand même beaucoup de choses par rapport à cet accord. Et est-ce que, dans le fond, Paul Kagame veut bien appliquer cet accord? J'en suis pas totalement convaincu. Il signera parce que ils vont signer. Il va signer. Trump va les inviter là en juillet. Paul Kagame, je pense que le président rwandais, il va appliquer l'accord. Oui, tous les deux. En entièreté. Je pense pas que mais pourquoi vous doutez systématiquement de Paul Kagame? Le Rwanda a ses intérêts clairement et jusqu'à présent. Non, mais l'accord défend les intérêts du Rwanda comme les intérêts du Rwanda. En fait, dans l'accord, il y a l'intégration régionale, l'intégration bilatérale qui sont rappelées et donc favorisées justement. L'intégration régionale. D'où, c'est pourquoi je dis le préambule est extraordinaire parce qu'il nous rappelle la ZLECA fait tous ces processus-là. Les préambules, c'est normal. L'optimisme d'Alfred est réjouissant. Mais on aurait pu également parler des réactions des Congolais après la signature de cet accord, aussi des réactions des Rwandais d'ailleurs. Oui. On n'a pas vu remonter beaucoup de réactions du Rwanda, justement. C'est assez curieux. On a davantage entendu les réactions des diverses parties, des acteurs politiques congolais et des différents acteurs sociaux de la RDC. Absolument. Mais rien n'est venu du Rwanda en termes de... Voilà. En interne, il y a des réactions. Oui, mais très peu parce que Kagame a imposé le blackout. On ne les entend pas. Il a envoyé signé. Ce qui domine quand même en RDC, où on a entendu quand même des réactions diverses et variées. C'est la démocratie. Ce qui domine, c'est le scepticisme quand même. Oui, mais c'est la démocratie de RD Congo. Alors, on peut prendre les sceptiques et les optimistes. Oui. C'est vraiment partagé en deux. D'accord. Ce qu'il faut quand même prendre en considération, c'est pas parce qu'il y a des résolutions et qu'il y a des accords que tout cela est respecté. L'histoire nous montre... Non, cette fois-ci, il y aura suivi. Il y a un chronogramme. On y reviendra, on verra si le pronostic d'Alfred est justifié avec le temps. Concernant les Rwandais, par exemple, c'est ça, à l'intérieur. Ce qui gagne, c'est les FDLR. Qui sont neutralisés, qui rentrent. Oui. Et puis, parce qu'il est dit justement leur intégration. Le développement, partager l'intégration régionale, bilatérale. Donc les Rwandais, ils gagnent la paix, ils gagnent au niveau économique. Mais ce qui n'est pas nouveau, personne ne s'oppose. Ils font comme si... On s'oppose pas. Attendez. La RD Congo a 9 voisins. D'accord ? Oui. Les échanges se font entre voisins. La France fait des échanges avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec la Suisse. Oui. Pourquoi est-ce que la RD Congo ne ferait pas des échanges économiques ? D'où cette idée d'intégration entre les deux. Intégration régionale, je rappelle le simplement pour moi, et voilà, c'est exactement. Exactement. Sur des bases plus transparentes, vous voulez dire. Pardon ? Sur des bases plus transparentes. Oui, tout à fait. Mais ça a toujours existé. En fait, les gens pensent que c'est du nouveau. Comme le gaz qui est dans le Kivu ou Ruzizi 3 qui doivent construire ensemble. Donc il y a beaucoup d'intérêts en commun. Et puis aussi, il y a par exemple, imaginons s'il y a des minéraux ou autre chose à retraiter au Rwanda, on va les retraiter au Rwanda. S'il y a une plus-value, négociation entre les deux. Entre le scepticisme et l'optimisme d'Alfred, il y a quand même un peu de place pour l'espérance des Congolais et des Rwandais. C'est 60 millions de dollars qui sont mises
par les Américains pour la construction de l'électricité entre le Rwanda, le Burundi et la RDC. C'est un autre débat. Un projet qui existait depuis avant. C'est un autre débat. Mais ils ont financé. On pourrait parler justement des éléments de coopération, des nouveaux éléments de coopération entre la RDC et les États-Unis, mais c'est un autre débat évidemment. Absolument, Merci Francis. beaucoup. Autre sujet dans cette édition de Panel Hebdo, un film d'horreur nommé Wagner. Un rapport confidentiel a été transmis récemment à la Cour pénale internationale sur les agissements des mercenaires de Wagner au Sahel. Le rapport qualifié de film d'horreur par des journalistes de l'Associated Press qui ont eu accès. Ce rapport donc est basé notamment sur les faits exposés par les mercenaires eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Une enquête du journal Jeune Afrique sur le groupe Wagner au Sahel révèle également, récemment, on a pu donc lire cette enquête dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, cette enquête qui révèle, je cite, des crimes racistes documentés par leurs propres auteurs, c'est-à-dire les éléments de Wagner, pour un public à tendance néo-nazie. Fin de citation. Alors, Grégory, on savait déjà les multiples actions commises par Wagner au Sahel, notamment contre les civils. Mais là, on a des détails incroyables sur les crimes et des actes de barbarie qu'ils font subir des civils dans des pays où ils sont présents. On parle même de cannibalisme, d'actes de cannibalisme. Ça montre en fait à travers ces rapports-là la considération que peuvent avoir les Russes vis-à-vis des Africains. Quand on a vu l'arrivée de Wagner dans les États du Sahel, on s'est été présenté comme un élément pour pouvoir contester sur l'ancienne puissance tutélaire qui était la France et de dire qu'il y avait tout un autre paradigme qui se dessinait pour les Africains et qu'on était beaucoup mieux lotis parce que maintenant on entrait dans le jeu géopolitique avec la politique d'offres. On voit ce qui se passe aujourd'hui, le résultat de ces hommes qui emploient la barbarie, qui veulent terroriser les populations. De toute façon, ce sont les méthodes de Wagner. Wagner, ce qu'il faut savoir, c'est le recrutement de prisonniers dans les prisons russes où on donne la possibilité d'être gracié et d'entrer dans cette armée. Et en fait, ce qu'on est en train de voir à travers cela, c'est comme on dit quelque part, c'est le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle va arriver quand même à son terme. Et je pense que dans ces processus longs qu'on est en train de voir, où on voit bien dans les États de l'AES, que ce soit au Burkina, au Mali, on voit que c'est des sociétés très opaques. On a du mal à voir ce qui se passe vraiment. Les populations ne peuvent plus vraiment exprimer ce qu'ils ressentent. En fait, on voit que de fil en aiguille, plus on va avancer dans le temps, des rapports vont émerger, le travail de recherche et le travail journalistique va pouvoir émerger et on va voir que finalement le résultat de ce que c'est cette alliance qu'il y a et de cette construction d'alliance avec la Russie. Ben Yayassi, alors donc le rapport qui a été confié à la CPI révèle ce sont des détails absolument effrayants, des détails terribles, crimes de guerre, Oui. Crimes de guerre, scènes d'horreur, torture, je disais même des scènes de cannibalisme. Et le tout est diffusé par les auteurs eux-mêmes, les mercenaires eux-mêmes qui diffusent tout cela sur une chaîne sur la plateforme russe Telegram. Quel est votre sentiment quand vous avez, je dirais, tous ces détails-là, parce que vous n'ignorez pas évidemment ce qu'on relevait déjà de cette situation, de la présence de Wagner dans ces pays du Sahel depuis au cours de ces dernières années. Mais là, on a effectivement, je dirais, des pièces à conviction en quelque sorte. En fait, le pire, c'est que ces films qui ont été montrés confirment ce que disaient certains témoins ou bien certaines populations. Absolument. Déjà, c'est la preuve par 9 que ce qui a été dit existe vraiment. Bon, on sait que Wagner, c'est des criminels qui ont été recrutés dans des prisons pour venir combattre, pour avoir la possibilité de se libérer. Sauf qu'à un moment donné, c'est des gens, des criminels, qui ne connaissent pas le droit international, qui ne connaissent pas le droit humanitaire et qui sont dans des exactions les plus, excusez-moi du terme, les plus crapuleuses. Et sous l'œil bienveillant de leurs parrains, parce que ces sociétés, Wagner, c'est un sous-traitant
de la Russie, de l'armée russe, qui ne peut pas envoyer des troupes, mais qui envoie des supplétifs. C'est des supplétifs qui ont été envoyés. Et malheureusement... Sous l'œil bienveillant aussi de ceux qui... Oui, c'est là où j'allais en venir. Voilà. C'est-à-dire les pays de l'AS ou bien ces pays dans lesquels ils interviennent, les autorités ferment les yeux. Ferment les yeux parce que ça les discrédite, ferment les yeux parce que ça leur permet d'avoir une sorte de parapluie sécuritaire. Et je me pose des questions si c'est vraiment sécuritaire, parce qu'on sait que dans certaines localités du Mali, la situation ou bien les exactions de ces miliciens Wagner ont poussé certaines populations. Moi, j'ai eu un témoignage direct de quelqu'un que je connais, qui était pendant 3 mois dans un village que je ne citerai pas du Mali. Et au retour, il m'a dit, nous, au vu de cette situation et au vu des exactions commises par les Russes, on préfère les djihadistes à ces gens-là et à l'armée malienne. Donc ça dénote une certaine évolution de la situation quand les populations se mettent à préférer des bourreaux par rapport à d'autres. C'est déjà une dégradation de la situation, c'est terrible. Et les autorités ne font rien. Et en plus de ces crimes, il y a également l'exploitation économique qui est faite des ressources sur place. Parce qu'on sait que les miliciens de Wagner sont toujours accompagnés par des équipes de géologues qui sont intéressés par les richesses enfouies dans le sous-sol. Et il y a également cette tentation de vouloir créer une certaine insécurité. Cette insécurité va prolonger leur présence sur le terrain. Et tant qu'ils seront présents, tant que Wagner ou bien les miliciens seront présents, ça leur permettra de doubler ou de tripler les dividendes, parce que c'est une exploitation économique également. C'est toute une économie qui se met en marche au niveau des localités et sous l'œil bienveillant de leurs parrains, que ce soit le parrain russe et également ces régimes, que ce soit au niveau des pays de l'Alliance du Sahel ou bien en République centrafricaine également. Bien sûr, bien sûr. Et puis il y a cette enquête de Jeune Afrique, de journalistes de l'hebdomadaire qui ont pu infiltrer la chaîne privée de Wagner sur Telegram, une chaîne nommée La Chambre Rouge. Alors ces journalistes, ils ont pu ainsi découvrir des images postées par les éléments de Wagner. Voici l'un des commentaires des journalistes, je vous le lis, je vous le livre. Je cite, on y voit la tête d'un chauffeur de camion fendu par une balle de 12,7 mm tirée d'une mitrailleuse DSHK. La publication est suivie le 27 août 2024 d'une autre photo montrant 2 têtes plantées sur des pics à l'entrée d'un pont au Mali et aussi des actes assimilables à du cannibalisme. Commentaire, Gratien. Alors, on parle d'un corps armé, En principe, au niveau de l'armée, je vais essayer de m'expliquer au niveau militaire. Les conséquences qui viennent d'un problème militaire, d'un problème de jugement des dirigeants d'abord, parce qu'ils ont confié la sécurité à un corps qui est mal commandé, qui est désorganisé. Et on sait bien que dans l'armée, dès qu'il y a dans une armée, dans un corps d'armée est mal commandé, il y a... Je précise que le Mali, par exemple, n'a jamais reconnu la présence de Wagner sur son territoire. Tout au plus, les autorités les qualifiaient d'instructeurs. Oui, mais en même temps, tout le temps, on commence par parler d'instructeurs. Après, on arrive à une armée qui arrive et on arrive à une occupation. Dans ce cas précis. Dans le cas précis, c'est vraiment une armée qui est intervenue, qui est là. Et que les dirigeants... C'est une société privée. Oui, c'est une société privée, mais armée. Oui, ce sont des éléments armés. Armés. Je ne dis pas que c'est pas une armée. Ça s'appelle des mercenaires. Ça s'appelle des mercenaires, mais qui sont sous le commandement d'eux-mêmes, qui n'ont aucune autorité au niveau du pays. C'est-à-dire avant, c'était Prigojine qui sont... Oui, mais pas au niveau du pays, du Mali, par exemple. Oui. Les autorités maliennes n'ont pas la main sur ces gens-là. Et donc, du coup, ces gens-là, ils se sentent... Si, c'est elle qui les paye. Ils les payent. Et ils ont signé un contrat. Donc, il y a un contrat. C'est-à-dire que c'est une activité contractuelle. Mais vous pouvez payer quelqu'un et puis avoir une certaine Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Parce que le temps passe très vite. Oui, ce que je veux dire, c'est que cette autonomie-là qu'ils ont eue de la part du gouvernement et le fait de ne pas les associer, un au sein de l'armée, au moins former les autres, ça fait qu'il y a beaucoup
disons, de tuerie, de violence. Mais en réalité, ce qui devait se passer, je trouve qu'avec ce Wagner, avec cette milice, ces mercenaires, c'est que les armées de ces 3 pays, surtout 2 pays, ils ont arrêté les entraînements, se sont sous-estimés elles-mêmes, alors qu'ils avaient encore l'OTAN, bon, ou même l'occasion, ils peuvent avoir des armes, s'entraîner comme les autres armées ailleurs, et pouvoir se battre sans qu'il y ait intervention des mercenaires. Il faut savoir que les mercenaires, dans plusieurs pays où ils arrivent, ne font pas un travail vraiment qui dépasse le travail des militaires de ce pays, à part rien que le nom. On voit même RD Congo, les mercenaires qui étaient là. Non, pas RD Congo. Non, il a raison. Non, les mercenaires qui étaient là, payés à Goma, qui étaient payés 10 000, mais personne n'a été tué parce qu'ils n'ont jamais été sur le champ de bataille. Je vous presse un peu parce que le chronomètre, évidemment, me le recommande. En quelques mots, Alfred, vous pouvez en 2 phrases? Oui, bien en 2 phrases. 1, Wagner s'est comporté en terrain conquis, en souverain, au Mali. Il y a eu démission, justement, des autorités maliennes par rapport à Wagner. Et 3, ils se sont servis sur la bête. On a parlé du volet économique, exploitation de minerais, sans en rendre compte aux autorités maliennes. Et là, c'est vraiment une tragédie totale. Et puis, enfin, il y a l'expression d'un racisme primaire de leur part et du mépris vis-à-vis des Noirs. Ça, il faut le souligner. Merci beaucoup, Alfred. Vous avez pu le faire en très peu de mots, bien sûr. Okay. Voilà, donc écoutez, on va suivre évidemment cette information, d'autant que les juristes nous le disent. Je rappelle que la seule diffusion de ces images par les éléments de Wagner constitue en soi un crime de guerre visant à terroriser psychologiquement une population, la population civile. Voilà, le Sénégal, pour terminer cette édition, la dernière édition de la saison, je le rappelle, le Sénégal où les médias sont menacés par la plus grave crise de leur histoire, privés de ressources du fait de nouvelles mesures prises par le pouvoir. Ces médias sont aujourd'hui exposés à diverses formes de pression de la part des autorités. Intimidation, menaces, arrestation de journalistes. Ben, je me tourne vers vous. C'est du jamais vu dans ce pays depuis l'instauration d'un système démocratique au début des années 80. Que se passe-t-il au Sénégal? C'est une tentative de musellement de la presse et donc du 4e pouvoir depuis l'avènement du nouveau régime avec Bassirou Diomaye à sa tête et son premier ministre Ousmane Sonko. Des centaines de médias ont été fermés parce que tout simplement on voulait qu'ils se soumettent à un code de la presse qui a toujours existé et qui a toujours fonctionné. C'est a entraîné une montée au créneau de la presse tout entière. Et pour une première fois dans l'histoire du Sénégal, on a eu une journée sans presse qui a été respectée sur l'étendue du territoire national, que ce soit au niveau de la presse écrite, de la presse parlée et de la presse filmée. Depuis l'avènement de ce régime, on a 20 responsables de presse, de médias qui ont été convoqués par les services de sécurité, en plus des contrôles fiscaux et des mises en demeure. La promesse de supprimer les peines privatives de liberté pour les délits de presse que ce régime avait promis quand il était dans l'opposition a été oubliée, donc rangée aux oubliettes. C'est comme s'il y avait un règlement de compte par rapport à cette presse, parce que Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, pense que c'est cette presse qui était à la source de ces déboires avec l'ancien régime du président Macky Sall. Et puis il y a un symbole quand même, c'est la fermeture, c'était le 25 juin dernier, la fermeture de la CORED, du CORED, pardon, oui, c'est le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, et qui a publié un communiqué disant que voilà, le CORED fermait provisoirement parce qu'il n'avait plus les moyens de faire face financièrement à ces... oui, parce que le CORED bénéficie de ce qu'on appelle la subvention à la presse. Et ensuite, le CORED est logé au niveau de la maison de la presse qui porte le nom de votre ancien collègue, de votre défunt collègue Babacar Touré, qui était un grand monsieur de la presse au Sénégal. Et donc, vu que les financements n'étaient plus là, donc le CORED a préféré quitter les lieux pour ne pas se retrouver devant des portes closes. Et récemment, qu'est-ce qu'on a constaté? La CAP,
c'est la coordination des associations de presse qui tient des assises pour réfléchir sur l'orientation par rapport à la presse. C'est vrai qu'il faut assainir le milieu de la presse parce qu'on a vu, et c'était le fait de l'actuel régime, des sites qui leur étaient favorables, qui ont foisonné un peu partout quand ils étaient. Et donc ces sites sont maintenant privilégiés par rapport à la presse reconnue avec des journalistes formés, diplômés des instituts ou bien du centre d'études de Dakar, donc des techniques de l'information et de la communication. Et ensuite, ce qu'on constate, c'est que plus les choses avancent, il y a un certain nombre de médias qui sont ciblés parce qu'on leur reproche une certaine proximité que ces médias avec l'ancien régime. On a vu le groupe Futur Média du chanteur interplanétaire Youssou N'Dour avoir des mises en demeure ou bien c'est un pouvoir allergique en fait à la liberté de la presse. À la liberté de la presse parce que tout simplement on a un régime qui va imposer une chape de plomb sur un certain nombre de choses et le ministre de la Communication qui est en mission commandée pense qu'au niveau de ce milieu, il doit juste appuyer sur un bouton pour faire du reset et tout remettre à plat. Et la dernière communication désastreuse du Premier ministre en est la parfaite illustration. Premier ministre qui, de par la Constitution sénégalaise, est le chef de l'administration, dans une affaire purement publique qui utilise une communication institutionnelle pour rendre des coups ou bien pour régler des comptes et qui accuse des magistrats d'être des magistrats véreux à la solde de certains politiciens en oubliant tout bonnement le principe du lex décitur qui permet à ces magistrats d'avoir cette souveraineté populaire et de pouvoir prendre des décisions et de prononcer des décisions au nom du peuple souverain. Et là, non seulement... Il faut conclure. Je vous ai lancé là. Oui. Et donc, au niveau de ce dossier, vu que son rabat d'arrêt a été rejeté par la Cour suprême qui était la dernière instance, ce Premier ministre, dans une affaire purement privée, se dit qu'il va réouvrir le dossier en se basant sur un dossier ou bien un pré-rapport de l'Inspection générale des finances pour s'attaquer à des adversaires politiques. C'est là où c'est là où est la situation et présentement toute cette tentative est faite pour museler la presse alors que c'est une tradition au Sénégal. La presse a été toujours un quatrième pouvoir et qui vivifie cette... Et le Sénégal a toujours été un exemple de ce point de vue-là. Effectivement, ce quatrième pouvoir a toujours vivifié la vie démocratique. Merci beaucoup. Grande menace donc, une menace majeure sur les médias au Sénégal. Et les travailleurs des médias d'ailleurs lancent littéralement un appel au secours. Hein. Il faut que le monde entende cela. Parce que l'Afrique a besoin justement de la vitalité de la presse sénégalaise qui a inspiré d'ailleurs beaucoup de pays et qui a inspiré beaucoup de journalistes au tournant des années 90. On s'en souvient bien. Un mot, Grégory, pour conclure, parce que je n'aurai pas le temps de donner la parole à Gracien et Alfred. Ça à vous de conclure en très peu de mots. Ça peut être que regrettable ce que l'on observe au Sénégal. Et ce qu'on est en train de voir, c'est des revers successifs sur différents secteurs. Le plan judiciaire, le plan médiatique, mais également le plan économique. Puisqu'on voit la situation qui se passe actuellement où Ousmane Sonko parle maintenant d'un plan de redressement. Et quand on sait comment a été élu Baïsserou Diomaye Faye, arriver à ça, c'est fort regrettable. Parce que je pense que le Sénégal restait quand même un modèle sur le plan économique, sur ce qui a été fait. Et on aurait bien voulu voir une continuité au niveau de la présidence. En tout cas, il y avait beaucoup d'attentes. Alors, Alfred, je ne vous ai pas censuré, mais c'est parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Et je tenais quand même à accorder une petite séquence pour terminer aux remerciements. Vous voyez, donc je vais commencer par vous remercier déjà vous d'avoir participé à ces émissions au cours de cette saison. Et vous remercier pour le chemin que nous faisons ensemble depuis déjà, ça fait la deuxième saison déjà pour Panel Hebdo. Je remercie également Ben Yassi qui nous a rejoints, que nous avons accueilli ici avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'amitié, de fraternité même je dirais. Grégory Sileni qui était à l'origine du projet évidemment, et Gracien Okindikiza à l'origine également du projet. Merci à vous et des remerciements aussi à tous ceux qui entre-temps nous ont rejoints pendant cette saison. Alors d'abord il y a ceux qui font partie du projet dès le départ, Guy Debal,
Maître Jean-Paul Benoît, Stéphanie Hartmann, Geneviève Gotzinger, Émeric Torrion, Maxence Sommet qui nous a rejoint entre-temps, Hervé Maïka qui a participé aussi au débat de Panel Hebdo, et Jean-Aimé Mouketou qu'on a découvert ici, qu'on a eu le plaisir à inviter et à réinviter. Évidemment, je pense à tous les invités qui ont partagé ce plateau avec nous au cours de cette saison. Je remercie ceux grâce à qui nos voix portent, nos voix vont jusqu'à ceux qui nous écoutent. Hommage donc à Moustapha Kanté, réalisateur de cette émission, et réalisateur également Romain Clicquot-Demenque. Merci à eux. Je voudrais également remercier André Agide, c'est le patron de la maison quand même, si le patron nous regarde, exactement, qui a su rendre possible cette aventure et faire de Télésud une chaîne novatrice et performante. Voilà, c'est dit, c'est pour le patron. Et on se retrouve bientôt pour d'autres rendez-vous de l'information. Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis, qui nous avez donné envie de continuer à vous donner rendez-vous chaque semaine. On espère que vous serez à nouveau présents pour une nouvelle saison avec nous très prochainement. En attendant, prenez grand soin de vous et surtout, prenez soin en tout lieu de la beauté des choses. À bientôt. Au revoir.